Yagali Bakayoko, l'Afrique, dont certains ont dit qu'elle n'était pas entrée dans l'histoire, finalement, elle a toujours été un enjeu géostratégique, non ? Absolument, on l'a vu à l'époque de la colonisation, donc au 19e siècle, avec ce fameux Scramble of Africa, partage de l'Afrique. Rappelez ce que c'était le Scramble, c'est notamment le congrès de Berlin en 1885. Exactement, qui a présidé au partage du continent entre les grandes puissances européennes. Donc, principalement l'Angleterre et la France, l'Allemagne aussi. Et l'Allemagne dans une moindre mesure, enfin là une part du gâteau beaucoup moins importante. On l'a vu également dans le courant du XXe siècle avec la part prise par les Africains dans les deux guerres mondiales. Et enfin, on l'a vu durant la guerre froide où l'affrontement bipolaire s'est également joué sur le continent. Des pays sous influence russe soviétique, et des pays sous influence occidentale, et notamment américaine et française. Absolument, même si, comme aujourd'hui à mon avis, le choix des camps différents n'était pas aussi tranché qu'on voulait bien le dire. La force diplomatique des États africains a souvent été de jouer sur les concurrences internationales et de se positionner soit dans un camp, soit dans l'autre, mais également dans le cadre du mouvement des non-alignés. Alors, justement, à la faveur du conflit en Ukraine, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu des votes, il y a eu 2 votes principalement aux Nations Unies, et stupeur et tremblement, il y a beaucoup d'États africains, notamment à l'occasion du premier vote qui a eu lieu en mars, qui soit n'ont pas condamné l'invasion, soit se sont abstenus. Certains pays, ça a été très étonnant, comme le Sénégal la première fois, ou le Congo, Brazzaville les 2 fois, qui a refusé de condamner. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est quand même encore une façon de dire, nous, on ne veut pas rentrer dans ce conflit, on ne veut pas être aligné, c'est ça ? Ça veut dire ça ? Absolument, il me semble. C'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire, mais aussi il faut tenir compte de l'histoire de chacun des pays vis-à-vis de chacun des 2 camps. Si on prend un pays comme l'Afrique du Sud, sa position s'explique par donc l'Afrique du Sud ne condamne pas n'a pas condamné non plus, par le fait que la lutte anti-apartheid a toujours été soutenue par l'Union soviétique à l'époque. Dans le cas du Sénégal, Macky Sall était à l'époque président de l'Union africaine. Et étant donné l'absence d'unité de position de tous les membres de l'organisation, a refusé de se positionner. Donc, au-delà de cette absence de soutien à un camp ou à l'autre, je pense qu'il est très important de rentrer aussi dans le détail des positions de chacun. On est aussi dans l'esprit de la conférence de Bandung, où c'est différent. La conférence de Bandung, c'est une grande conférence qui a eu lieu en 1955 en Indonésie, dans laquelle certaines grandes figures de l'histoire ont marqué de leur empreinte. C'est Nehru et c'est beaucoup d'autres présidents. On est dans cet esprit-là ? Alors, à mon avis, on est dans quelque chose de différent. On est dans une période où les États africains ont décidé de multiplier leurs partenaires au-delà des relations que ceux-ci peuvent entretenir entre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des diplomaties africaines revendiquent d'affirmer avant tout leurs intérêts propres et non pas de s'aligner sur des problématiques qui ne les concernent pas directement. Aujourd'hui, il y a une grande ouverture, une grande compétition, bien entendu entre un bloc qu'on peut qualifier d'anti-occidental et un bloc occidental, mais également à l'intérieur de chacun de ces blocs. On aurait tort, à mon avis, de ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui, certains pays européens, par exemple, se présentent aussi comme des offres alternatives à celle qui a été celle des partenaires traditionnels. Donc je pense qu'on est dans quelque chose d'assez nouveau où les États africains, affirment leur souveraineté et leur priorité accordée à leurs propres intérêts. Est-ce que dans cette volonté de non-alignement, vous ressentez un sentiment anti-occidental
qui est en train de se développer? À l'évidence, oui. C'est extrêmement frappant. On parle bien entendu beaucoup du rejet dont fait l'objet la France. Alors on va en parler après. Mais vous avez tout à fait raison de l'inscrire dans un cadre plus large qui va au-delà du rejet des États occidentaux, qui touche également les acteurs non étatiques. Aujourd'hui, il y a un discours assez violent de rejet, par exemple, des organisations non gouvernementales occidentales. Ah oui. Absolument. Auxquelles on reproche... Les ONG. Des ONG auxquelles on reproche de monopoliser les financements au détriment des ONG nationales et locales, auxquelles on reproche de promouvoir des normes et des standards et des principes qui vont à l'encontre de la culture du continent. Ce rejet touche également le système multilatéral dans son ensemble, notamment le système onusien, au nom des normes et des standards qui sont présentés comme étant souvent appliqués de manière partiale au continent africain. Vous voulez dire qu'il y a une espèce un développement d'une africanité, c'est ça? C'est quoi? Ou un panafricanisme particulier, non? Alors, c'est tout à fait important de distinguer les deux, africanité et panafricanisme. Alors. Parce qu'en effet, il y a cette revendication d'une africanité et de la mise en avant des spécificités du continent et de son contexte. D'un autre côté, il y a effectivement ce mouvement qu'on peut qualifier de néo-panafricaniste qui promeut une vision extrêmement patriotique, voire nationaliste, et de rejet virulent. Je pense que ceux qui revendiquent leur africanité ne se situent pas nécessairement dans une confrontation avec le monde occidental, à l'inverse de ceux qui aujourd'hui se revendiquent du panafricanisme. Style Kémy Séba. Absolument, et dont la vision est en réalité assez éloignée de celle des pères, comme Kwame Nkrumah, etc., du panafricanisme originel. D'accord. Est-ce que... Alors, il y a une chose qui polarise pas mal l'attention, notamment en France aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Sahel, dans la bande sahélienne, avec cette arrivée des Russes, et notamment de la milice Wagner, entretenue par un homme qui s'appelle Prigojine, qui est un homme qui est assez proche de Vladimir Poutine, et un sentiment anti-français, alors là, qui est très, très violent. Ce sentiment anti-français, est-ce qu'il est dû seulement au fait que les militaires français sont accusés de ne pas avoir éradiqué, d'une certaine façon, le djihadisme ? Je pense que ce sentiment a de multiples causes. Bien entendu, l'incapacité qui a été celle de l'opération Barkhane, mais finalement de tous les acteurs internationaux présents à juguler la poussée du terrorisme et de ces groupes djihadistes, est la première explication. Mais il y a également la façon dont l'analyse du conflit s'est heurtée à une vision stratégique locale complètement divergente. On a beaucoup mis l'accent sur justement cette lutte, cette volonté d'éradiquer les groupes terroristes, alors que si l'on prend les autorités maliennes, ce qui les préoccupait beaucoup, c'était la tentative de sécession des groupes Touaregs au nord, qui se sont alliés avec les Français, ce qui a véritablement été perçu comme une trahison. Il y a des conflits de territoire, en fait. Des conflits de territoire et des conflits communautaires également. Il y a eu aussi des attitudes qui ont été perçues comme absolument insupportables et d'une arrogance qui est désormais rejetée, qui explique aussi ce rejet, la convocation de Pau, dont on parle souvent par Emmanuel Macron. Alors, convocation de Pau, convocation dans la ville de Pau. Dans la ville de Pau. Il y a eu deux chefs d'État africains. C'était il y a 2-3 ans. Exactement. Et pour leur dire un peu leur cas de vérité. Absolument. Et qu'ils avaient des armées, qu'ils étaient à la tête d'armées qui n'étaient pas très
Absolument, et qui a été perçue comme particulièrement irrespectueuse, y compris par les opinions publiques vexatoires, qui contestaient ces chefs d'État. Il y a également le deux poids, deux mesures dans la politique française que l'on reproche aujourd'hui et dont l'incarnation est la position vis-à-vis du Tchad, dont le président actuel a encore été reçu à l'Élysée. Et lorsque l'on voit les réactions en Afrique, c'est une incompréhension, alors parfois forcée, instrumentalisée, mais très souvent sincère, en disant mais pourquoi alors qu'on est face à un régime inconstitutionnel composé de militaires et qui plus est dirigé par le fils d'un président décédé dans le cadre d'une transition dynastique, on condamne les juntes, le fils d'Idriss Déby, fils d'Idriss Déby en l'occurrence, on condamne les juntes au Mali, dans une moindre mesure au Burkina Faso ou en Guinée, mais pas au Tchad. Et ça fait aussi partie des incompréhensions, en tout cas des reproches qui sont formulés par les opinions publiques à l'encontre de la France. Alors le prétexte invoqué, qui n'est pas un prétexte d'ailleurs, qui est une raison invoquée à Paris, enfin qui n'est pas invoquée d'ailleurs, qui est un peu mise de côté, c'est de dire que l'armée tchadienne est très présente dans la lutte contre le djihadisme, là où l'armée burkinabé et l'armée malienne sont beaucoup plus faibles et beaucoup moins importantes dans le dispositif de Barkhane. Alors à titre personnel, je récuse totalement cette analyse. L'armée tchadienne est extrêmement impliquée dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram du côté du bassin du lac Tchad, mais en Afrique, centrale, donc de l'autre côté du Sahel. Mais en dehors de l'intervention en 2013 aux côtés de la force Serval, où en effet les Tchadiens ont joué un rôle absolument majeur, le Tchad a toujours négocié de manière extrêmement ardue sa participation à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel central. Et sa principale illustration en la matière a été son déploiement dans l'ouest du Niger, où il y a eu des accusations extrêmement graves de viol contre ces soldats. Donc attention à ce qu'on définit comme une armée de guerriers n'est pas une armée professionnelle de soldats nécessairement. Alors, vous qui êtes d'origine malienne, c'est important. Comment voyez-vous l'arrivée des Russes comme ça, là ? En plus, de façon non officielle. C'est pas Moscou, c'est pas la diplomatie de Moscou, c'est une milice, certes très proche du régime, mais qui s'installe Centrafrique, Mali, peut-être Burkina Faso, peut-être ailleurs. En tous les cas, qui tisse des réseaux d'influence. Pas uniquement d'ailleurs en Afrique francophone. Comment vous sentez ça ? Alors, moi, je ne pense pas qu'on puisse justement dissocier la société militaire privée Wagner, j'insiste sur ce terme, parce que l'une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés est le statut juridique extrêmement flou de cette organisation. Vous êtes spécialiste de ces qui n'est pas uniquement investie sur le terrain militaire, mais qui est investie dans le domaine médiatique, qui est investie dans le domaine minier, etc. Donc il est à mon avis difficile de la qualifier uniquement comme un groupe mercenaire ou milicien, et qui plus est, qui a des liens difficiles à démontrer, mais absolument avérés avec l'État russe. Des voyages répétés du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en Afrique. Exactement. Et on voit très bien, il y a encore cette visite qui vient de se dérouler du ministre Lavrov au Mali, en Mauritanie, il ne faut pas l'oublier également, où a été réaffirmée la force de la relation bilatérale. On est vraiment dans un partenariat bilatéral affiché, affirmé, où l'on ne reconnaît pas forcément le type d'acteurs qui sont sur le terrain. D'ailleurs, Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov ont reconnu que le groupe privé Wagner était présent au Mali, ce que dénient totalement les autorités locales. Mais au-delà de ça, ce qui est important de voir, c'est que la Russie aujourd'hui réactive, en tout cas au Mali et dans une moindre mesure au Burkina Faso, des réseaux extrêmement anciens dont elle disposait dans les années 60 jusqu'à la chute de l'Union soviétique. La coopération militaire et de défense a été extrêmement poussée, extrêmement étroite. Il y a eu
de très nombreux échanges, notamment d'envois de militaires ou de civils également en Union soviétique ou dans les autres républiques socialistes. Notamment à l'université de Lumumba. Exactement. Et Moscou. il y a encore aujourd'hui un grand nombre de locuteurs russophones au Mali. Donc il y a cette réactivation de réseaux de l'époque qui, plus est, avec cette rhétorique anti-impérialiste qui était également présente du temps de la guerre froide. Les communistes. Mais exactement. Mais évidemment avec des techniques d'aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux, mais pas uniquement, on parle beaucoup de ça. Le rapport à la presse locale est extrêmement développé. Vous voulez dire que la presse est noyautée, d'une certaine façon, par Moscou ? Elle n'est pas noyautée, en tout cas au Sahel, on ne peut pas dire ça. En Centrafrique, certains médias le sont, mais en tout cas, elle est pénétrée par ces réseaux russes. Alors maintenant, il y a... vous savez, il y avait les sommets France-Afrique qui n'ont pas tout à fait disparu, mais qui ont changé de forme. Et là, maintenant, on a des sommets Russie-Afrique. Hein. Le premier sommet a eu lieu à Sotchi, donc, qui est une ville qui est chère à Vladimir Poutine, en 2019. Il y a un sommet qui va se dérouler en juillet prochain. Et normalement, c'est un rendez-vous annuel qu'a organisé la Russie. Ça veut dire qu'à la place de la France-Afrique, on va avoir bientôt la Russe-Afrique. Ce qu'il faut, oui. Après absolument. avoir parlé de la Chine-Afrique, d'ailleurs. Alors, c'est exactement ce que j'allais mentionner. Il y a des sommets France-Afrique, il y a des sommets Russie-Afrique, il y a des sommets Chine-Afrique, il y a des sommets Inde-Afrique, il y a des sommets Turquie-Afrique, il y a des sommets Europe-Afrique également. Il y a eu un sommet très récemment, États-Unis. Washington. Afrique. Donc je pense que ce que l'on a mal mesuré en réalité au cours des 10 années qui se sont écoulées, c'est que le continent africain a intéressé un nombre croissant d'acteurs non occidentaux ou non européens, hein, puisqu'on a longtemps considéré aussi que c'était... chasse gardée. Voilà, que c'était une chasse gardée, mais des relations, notamment d'un point de vue économique, se sont développées avec d'autres partenaires. Et on découvre aujourd'hui que l'Afrique est très investie dans une diplomatie non occidentale, en réalité. C'est ce qui fait dire que l'Afrique était le continent du 21e siècle ou le continent de l'avenir, là où on vient chercher des richesses ? Alors ça, je n'en suis pas convaincue. Je pense que la plupart des continents ont de très grandes potentialité, au-delà de la seule Europe et des seuls États-Unis. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, pèsera plus économiquement que ce qui a été le cas jusqu'ici. Mais elle a quand même un grand nombre de handicaps, notamment en matière de sécurité. Ouais. Il y a quand même une insécurité qui se diffuse sur le continent et qui est particulièrement préoccupante. Vous voulez expliquer, par exemple, des villes où on se promenait assez facilement, comme Abidjan, alors encore pire, Nairobi, des villes comme ça. Maintenant, c'est des villes où, un peu à l'image de ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est compliqué de circuler si vous n'êtes pas barricadé et protégé. Alors, côté kényan, ça, très certainement. Il y a eu une sorte de mouvement de type ville américaine, hein, quelque part, avec une privatisation notamment de la sécurité privée des individus. Dans l'Afrique occidentale, de l'Ouest en tout cas, et centrale, à mon avis, on n'en est pas encore là, même s'il y a de nombreuses compagnies de sécurité. C'est plutôt une criminalité moins importante que l'on constate dans ces villes, mais qui, en effet, rend beaucoup plus difficile qu'à une certaine époque le fait de se déplacer librement. Alors, on dit c'est le continent, certains, ceux qui disent c'est le continent de l'avenir, c'est le continent du 21e siècle, c'est un continent qui est truffé de richesses, et c'est vrai, notamment des richesses du sous-sol, on ne peut pas le nier, et néanmoins, eh bien, un des fléaux de ce continent, c'est aussi que les Africains quittent l'Afrique. Et souvent, contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas les plus miséreux. Absolument pas. C'est les classes moyennes, c'est les plus éduqués.
Vous confirmez ça? Oui, absolument. Hein. Il y a ce mouvement qui est à la fois un signe d'ouverture du continent vers l'extérieur, hein, de sa mondialisation en réalité, mais qui en effet contribue à une fuite des cerveaux que l'on constate. Alors en Europe, on est familier de ce phénomène puisque c'est identifié aux problèmes migratoires, mais d'autres régions du monde le voient différemment. Il y a un nombre impressionnant d'Africains qui ont gagné les Amériques, qu'il s'agisse du Canada, qu'il s'agisse des États-Unis, et qui ont plutôt réussi, hein, qui ont constitué des diasporas assez conséquentes. Mais effectivement, c'est quelque chose qui nuit au développement local de ces élites. Cela dit, un grand nombre d'entre elles choisissent aussi souvent d'y revenir après, même s'il y a un exil au départ, il y en a de plus en plus qui choisissent aussi d'investir ensuite dans un certain nombre de domaines sur le continent. Parce qu'il y a aussi tous les fléaux qui expliquent aussi la migration. C'est le réchauffement climatique, c'est problèmes de santé, d'alimentation, c'est une démographie qui est galopante et on ne sait absolument pas si les pays sont en mesure de pouvoir assurer la vie de toutes ces populations. Il y a un manque de structure qui est phénoménal quand même. Oui, et c'est là que l'on voit le rapport avec l'extérieur. Par exemple, en matière de santé, on le sait très peu ici, mais le principal partenaire en la matière, c'est l'Inde, qui a développé sa relation avec le continent autour de l'industrie du médicament. C'est quelque chose qui est très intéressant. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'Indiens qui résident notamment en Afrique de l'Est. Hein. En Afrique de l'Est. Et l'Inde, d'ailleurs, s'inscrit, elle aussi, aujourd'hui, dans cette dynamique en partie anti-occidentale, en invoquant les liens du Mahatma Gandhi, notamment, avec l'Afrique, puisque il est né en Afrique du Sud. Était né en Afrique du Sud, absolument. Durban. Exactement. Et donc, du rôle que l'Afrique a joué dans ce combat anti-impérialiste dans lequel l'Inde se reconnaît également. Mais dans le domaine de la santé, il y a des acteurs américains majeurs. Le rôle de la fondation Bill et Melinda Gates est absolument énorme sur le continent africain. Oui. Donc on voit que bien sûr les problèmes du continent l'handicapent, mais créent aussi des opportunités d'échange avec les partenaires extérieurs, y compris privés. Alors, le pape François, qui était, il n'y a pas très longtemps, en République démocratique du Congo, à Kinshasa plus particulièrement, où il a été très très bien accueilli, et qui a eu un discours assez fort en disant « ôtez vos mains de ce continent », en parlant à tous ceux qui veulent jouer les prédateurs. Est-ce qu'il a encore une voix importante en Afrique, le pape ? Sur un continent où il y a deux phénomènes religieux qui se produisent, il y a la montée de l'islamisme, mais il y a aussi la montée, on ne le dit pas souvent, de l'Église évangélique. Absolument. Le rôle des acteurs religieux sur le continent africain est absolument majeur. On parle beaucoup, en effet, des acteurs musulmans, mais la façon dont les églises évangélistes pullulent dans toutes les régions du continent, en Afrique anglophone comme en Afrique francophone. Et comme en Afrique du Nord aussi. Et comme en Afrique du Nord, est absolument phénoménal en réalité. Et c'est vrai que l'Église catholique, aujourd'hui, porte quand même une voix qui est entendue, notamment en Afrique centrale, parce qu'elle s'est souvent positionnée d'un point de vue politique. Notamment, oui, tout à fait, le rôle de la conférence des évêques en République démocratique du Congo a été absolument majeur pour s'élever notamment contre les tentatives de Joseph Kabila. Joseph Kabila, qui est l'ancien président. Qui est l'ancien président de la RDC. De la RDC, auquel a succédé Étienne Tshisekedi. Et donc le rôle de l'Église catholique dans la démocratisation a été absolument majeur. Au Burkina Faso, il a joué un rôle très très important aussi. Mais c'est vrai qu'il faut aujourd'hui compter avec ces acteurs religieux qui sont de plus en plus des acteurs politiques. Et c'est dangereux ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'idée d'un État totalement sécularisé est quelque chose qui, à mon avis, recule beaucoup sur le continent africain, quelle que soit la foi auquel adhère le plus grand nombre.
Alors, je disais que vous aviez des origines maliennes, vous êtes française, vous êtes une métisse. Le métissage en Afrique, c'est quelque chose qui est compliqué, non? C'est quelque chose qui est perçu différemment. Et partout. Alors moi, je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose de compliqué parce que mon parcours fait que je ne me suis jamais sentie stigmatisée nulle part, ni ici, ni là-bas. J'ai cette chance-là. Parce qu'il y a un homme qui a beaucoup parlé du métissage, c'est lui. Oui, vous le connaissez, lui. Qui n'était pas métis, lui, d'ailleurs. Qui n'était pas métis. Enfin, il était autre chose, lui, parce qu'il était catholique dans un pays à 95% musulman. Donc Senghor, cette grande figure de l'écriture. Donc moi, je ne l'ai jamais vécu de manière négative. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique... C'est pas négatif, mais difficile. Ni difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, moi, je suis perçue comme quelqu'un de blanc. Donc c'est quelque chose qui est... Et ici, comme quelqu'un de noir, bien entendu. Voilà. Donc la difficulté. Moi, je ne l'ai jamais vécu comme une difficulté parce que je pense que chacun a ses différences. On peut être gros, on peut être roux, on peut être avec une jambe en moins. Et chacun arrive à se construire dans cette différence. L'important, c'est d'être dans un environnement dans lequel on a la possibilité d'exister tel que l'on est. Et moi, j'ai toujours ressenti ça aussi bien en France que sur le continent africain. Et ce métissage qui se voit sur votre peau, est-ce que c'est un métissage qui se retrouve dans votre formation culturelle? En tout cas, moi, ce qui me paraît extrêmement important, c'est d'être capable d'avoir un amour pour son propre pays, donc qui est la France, qui peut être absolu, ce qui est mon cas, sans être exclusif. Je pense que l'exigence qui est faite aujourd'hui d'un choix en matière d'affirmation d'une identité est quelque chose qu'en tout cas je refuse à titre personnel et qu'on peut totalement se sentir appartenir à la nation dans laquelle on est né. Moi, ma mère était corse, alors ça ne se voit pas, mais moi, le nom de famille de ma mère était Giacobi, elle était née à Corté, donc c'est une part de mon identité qui est tout aussi importante. Niagalé et Giacobi, c'est particulier. C'est particulier, voilà, exactement. C'est tout aussi surprenant. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que moi, on m'a éduquée dans le respect absolu de la France, mais tout en me parlant de mes autres origines. Et je pense que le secret est là, aujourd'hui, c'est de connaître ces deux histoires. Merci, Niagalé Bakayoko. Merci beaucoup.